Le grand entretien, et c'est un vaste sujet que nous abordons ce matin avec François Michel, CEO du groupe John Cockerill. On va parler bien sûr d'hydrogène vert, de stratégie européenne. On parlait beaucoup d'hydrogène vert il y a 3 ans, au moment du plan France 2030, et on va y revenir. Mais avant tout, présentez-nous ce groupe John Cockerill, parce qu'on le connaît assez mal en France. Bonjour, John Cockerill est un groupe très ancien en Belgique. Il a plus de 200 ans. Il est l'héritier du grand groupe Cockerill-Sambre, en fait Cockerill, des grandes années de la sidérurgie. Il a été pendant très longtemps le plus grand groupe belge. Et c'est une entreprise qui, dans ses activités d'ingénierie, fait depuis 200 ans des systèmes stratégiques pour produire de l'énergie, des équipements de défense et puis des technologies sidérurgiques ou sidérurgiques appliquées. Et vous venez de reprendre à la barre McPhy, qui était l'ex-pépite française de l'hydrogène vert, pour 600 000 €, qui est un peu le symbole de ce secteur de l'hydrogène qui est un peu abandonné, ou en tout cas en perte de vitesse depuis quelques années maintenant. Alors, est-ce que c'était une bonne affaire pour vous? Pourquoi cette reprise? Et est-ce que c'est pas un peu soit le symbole de l'échec de la stratégie française, ou alors vous allez nous dire peut-être une aubaine industrielle pour vous? On en était fiers de McPhy, nous, ici. Oui. On en a beaucoup parlé. Oui, je pense que d'abord, on peut être très fier de McPhy, des équipes de McPhy, que je salue au passage, qui sont des gens d'extrêmement bonne qualité, extrêmement professionnels, et qui ont développé tout un tas de technologies qui, justement, nous intéressent et vont nous permettre d'accélérer encore davantage dans notre déploiement de technologies pour faire de l'hydrogène vert. John Cockerill, aujourd'hui, est le leader mondial pour faire des électrolyseurs. On a à peu près une part de marché de l'année dernière d'à peu près 25%. Dans le monde, et on livre ces électrolyseurs pour produire de l'hydrogène décarboné à des grands clients, pour des grands projets qui se font principalement en dehors d'Europe. C'est d'ailleurs ce que sait faire le groupe John Cockerill dans son ensemble, c'est-à-dire amener des technologies à l'échelle, avec de la rupture technologique, avec de l'ingénierie de haut niveau. Et ce qu'on voit, c'est qu'en Europe, des entreprises de taille intermédiaire comme McPhy, malgré le talent des ingénieurs, malgré des soutiens publics qui ont été parfois très très importants, en fait, elles n'ont pas pu toutes passer à l'échelle. Mais il y a quelque chose d'assez naturel, finalement. C'est une question de marché, c'est ça qui manque en Europe? C'est un marché qui n'est pas assez grand? Alors, il y a deux choses. Il y a un mouvement qui est finalement assez naturel d'une filière qui arrive à maturité, et donc il y a une forme de consolidation, c'est-à-dire que les grands sont en train de consolider des technologies des plus petits qui ne peuvent pas passer à l'échelle. Et puis séparément à ça, il est vrai que les différents mécanismes de soutien en Europe pour créer des applications européennes, pour le moment, n'ont pas du tout fonctionné. On va revenir sur ce que vous faites, vous, et ce que faisait McPhy. C'était deux technologies différentes. Vous allez allier votre savoir-faire avec celui qu'avait McPhy pour créer un nouveau produit. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous parler des usages concrets? Alors, la base technologique, la philosophie de la technologie, elle est relativement similaire entre ce que McPhy développait à petite échelle pour des petits électrolyseurs et ce que nous, aujourd'hui, produisons à grande échelle sur des grands électrolyseurs. Pour donner un ordre de grandeur, on a gagné l'année dernière un contrat de 640 mégawatts en Inde. C'est l'équivalent d'une centrale nucléaire indienne de pleine capacité qui serait branchée sur nos électrolyseurs. Donc on fait des gros électrolyseurs, et McPhy a développé un certain nombre de technologies qui peuvent être utiles, qui peuvent être intéressantes à intégrer dans ces électrolyseurs de grande capacité. Donc le cumul des deux va créer de la valeur et va nous permettre réellement d'accélérer. Votre promesse, c'est 10 à 15% de gains de compétitivité sur les nouveaux électrolyseurs. À quel horizon? D'ici une petite dizaine d'années. Ah oui. Une petite dizaine d'années. En fait, ce sont des métiers technologiques. On a un plan d'amélioration de la technologie qui comprend de l'amélioration du design des électrolyseurs, de la manière dont on les intègre dans des plateformes de production d'électrolyse, etc. Nous ne faisons d'ailleurs pas tout seul. On est marié avec SLB, l'ancien Schlumberger, et on est marié avec Technip Energies. On est maintenant aussi marié avec Fluxys en Belgique, pour ne pas être seul pour mener cette aventure industrielle. Et
dans le cadre de ce plan d'amélioration, qui comprend d'autres choses aussi, on pense que l'intégration des technologies clés de McPhy va nous permettre de gagner une dizaine de pourcents, oui, sur le coût des électrolyseurs. Vous venez de finaliser une augmentation de capital pour cette branche hydrogène, 116 millions d'euros destinés à accélérer à l'international, parce que c'est à l'international que justement il va y avoir de réels cas d'usage. Où est-ce que vous allez travailler? Alors, il y a, en Europe, il y a un certain nombre d'endroits où on pourrait produire de l'hydrogène de manière compétitive, mais ce n'est pas des petits projets à petite échelle qui vont nous permettre de le faire. Il y a le nucléaire la nuit en France, si on veut vraiment le faire. Il y a certains pays du sud de l'Europe qui ont accès à de l'énergie renouvelable de manière très compétitive, comme en Espagne par exemple. Et puis il y a le pourtour de la mer du Nord, parce qu'on sait que si on installe beaucoup d'éoliens en mer du Nord, une partie de cette énergie va être électrolysée. Mais le gros de la production d'hydrogène et de ses dérivés, notamment l'ammoniac, qui va être le dérivé principal de l'hydrogène vert, va être produit en dehors d'Europe. Il va être produit dans des zones où l'énergie renouvelable est très très peu chère, notamment au Moyen-Orient, en Inde et dans certains autres pays asiatiques. En Inde, vous construisez une usine d'ailleurs, je crois. En Inde, on construit deux choses. On est en train de livrer d'ailleurs d'abord le deuxième plus grand Cotran au monde pour faire cet ammoniac vert. Et puis on construit une usine pour faire des électrolyseurs en Inde, et pour d'ailleurs donner à l'Inde une forme de souveraineté sur l'approvisionnement de ces électrolyseurs qui conduisent à une dépendance. Si on vous entend là, l'Asie est quand même en train de prendre une sérieuse avance par rapport à l'Europe sur l'hydrogène vert. Sur le plan technologique, l'Europe a tout ce qu'il faut pour être capable d'être un leader technologique dans le domaine de l'hydrogène. Qu'est-ce qui manque ? Aujourd'hui, on n'a pas de marché, donc il y a très peu de marché européen, et donc on a besoin de marier en fait les acteurs européens de la filière avec des grands investisseurs, des grands producteurs d'hydrogène et de ses dérivés qui vont être au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Asie, etc. On manque de temps, on va revenir sur cette annonce. Vous faites des équipements de défense, vous l'avez dit tout à l'heure. L'année dernière, vous avez acquis Arcus, principal fournisseur de véhicules militaires de l'armée française. Et Arcus et Daimler viennent d'annoncer développer et produire une alliance, en tout cas pour développer et produire des véhicules militaires à nouveau. Est-ce que vous pouvez nous en parler et comment ça s'inscrit dans la stratégie militaire de l'Europe ? Bien sûr. Donc, John Cockerill a acquis l'année dernière Renault Truck Défense, enfin l'ancien Renault Truck Défense qui s'appelle Arcus, pour constituer un leader franco-belge ou belgo-français, comme on veut, des véhicules blindés légers. Avec des tourelles très performantes et puis le cœur du savoir-faire historique français pour faire des véhicules blindés légers. Une partie de ce dont on a besoin, c'est aussi de livrer des camions ou des systèmes logistiques qui sont plus gros, qui sont au-delà de la gamme d'Arcus. Et pour ce faire, historiquement, on a travaillé avec un certain nombre de partenaires et on vient de signer un partenariat très important avec effectivement le groupe Daimler pour ces poids lourds. C'est le futur de la défense européenne, ça, et de la base industrielle de technologie et de défense, comme on l'appelle aujourd'hui, ces partenariats européens qui sont en train de se multiplier. Exactement. Donc, notre vision de la consolidation européenne en matière de défense, qui est absolument nécessaire et qui est d'ailleurs poussée par le gouvernement ici, c'est d'abord et avant tout que les industriels fassent leur travail et travaillent entre eux. Je veux dire que quand on travaille avec des industriels sur la base de projets très concrets, on a déjà des synergies, on a déjà de la création de valeur, et c'est ce qu'on fait au cas par cas. En fonction des marchés ou en fonction de la technologie que chacun peut apporter. Ça veut dire qu'on attend beaucoup de l'Allemagne. On parle beaucoup de l'Allemagne dans la stratégie de défense, mais c'est du côté de la Belgique qu'il faut regarder en fait. La Belgique, historiquement, est un grand pays industriel. Un pays très innovant et peut-être un modèle pour certains actifs français, c'est certain. Merci beaucoup, François Michel, d'être venu nous voir, CEO de John Cockerill. Merci d'être venu dans la matinale de l'économie.